Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui ma rétrospective personnelle sur les sorties horrifiques de 2023. Alors oui, vous me direz que le mois de janvier est déjà terminé et qu'il est un peu tard pour sortir un top sur les films de l'année 2023. Mais il faut bien avouer que l'offre a été très prolifique, que ce soit au cinéma ou bien sur les plateformes. Pas évident donc de suivre assidûment toute l'actualité du cinéma, de plus que je suis passé à côté de plusieurs sorties que j'ai dû rattraper en ce début d'année. Ajoutez à cela un tri à faire parmi la centaine de films que j'ai visionnés durant l'année 2023, et c'est tout un casse-tête pour arriver à sortir un top varié. Donc, sans plus attendre, voici mes 10 films d'horreur préférés de 2023, classement non exhaustif et purement subjectif. Pour commencer, voici un nom bien connu du cinéma fantastique, Cronenberg. Alors, pas David, le maître du body horror, mais son fiston Brandon, qui réalise ici son 3e long métrage, après Antiviral et l'excellent Possessor, que je ne peux que vous conseiller. Infinity Pool donc, de quoi ça parle ? Des couples de riches en vacances dans un resort de luxe, au beau milieu d'un état fictif totalitaire, qui garde les touristes isolés du reste de la population. À partir de là, les protagonistes vont se livrer à toutes sortes de transgressions de la loi, en défiance de la dictature en place. On pourrait donc s'attendre à un film de SF dystopique, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. En effet, Brandon Cronenberg est un de ces jeunes réalisateurs qui adorent jouer avec les mélanges de styles, quitte à nous égarer en chemin. On a droit à du home invasion, de la SF, du fantastique, du thriller et même du torture porn. Tout ça en 2 heures de film, de quoi nous tenir à la gorge pendant tout le visionnage sans relâche. Ajoutez à cela un casting et une direction d'acteurs grandioses, Alexander Skarsgård est impeccable, et la Scream Queen Mia Goth, dont on reparlera plus tard, joue la tête d'affiche. Et tout est réuni pour faire un bon film. Infinity Pool, en résumé, c'est un fourre-tout fantastique à la croisée des chemins entre un hostel et un society, qui lorgne autant du côté de la SF bizarroïde que du drame psychologique. Vu la déception qu'a été pour moi le dernier film de David Cronenberg, Les Crimes du futur, il me semblerait plus judicieux de suivre avec attention les travaux de sa progéniture, car à l'avenir, même si le registre n'est pas du tout le même, il n'est pas impossible que le fils surclasse son paternel. En tout cas, le tour de force est réussi avec Infinity Pool, qui nous embarque dans un cauchemar fascinant, de quoi nous faire sortir du visionnage avec quelques bleus. You know, James, you worry they got the wrong man. Bienvenue dans le tout premier film de Swissploitation. Comprenez, film entièrement tourné et produit sur le territoire suisse, en clin d'œil au film de Ozploitation dans l'Australie des années 80. Accrochez-vous bien, car on a droit ici à une comédie horrifique, gore et rentre-dedans à souhait, avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Le pitch. La Suisse, pays du gruyère, est devenue une dictature sans pitié, prête à tout pour sa grandeur. Heidi, jeune fille des alpages, vit tranquillement une idylle amoureuse, jusqu'au jour où ce mec se fait arrêter et brutalement exécuter. La gentille bergère va alors se transformer en une guerrière sanguinaire assoiffée de vengeance. Vous le voyez venir, le film d'action bourrin et gore avec une héroïne badass et sexy ? C'est tout ce que représente Mad Heidi. C'est ce genre de pellicule attirante sur le papier, mais dont les attentes sont souvent placées très hautes. Ici, le film tient toutes ses promesses et se veut même très généreux quand il s'agit de faire dans l'humour potache et graveleux et dans la violence graphique, gratuite, méchante. C'est rempli d'effets dignes d'une série B, voire de série Z à certains moments, et les hommages à la culture helvète sont légion, à l'égal de la débauche d'adrénaline de l'actrice principale qui crève l'écran par son charisme. À noter également au casting la bonne surprise Casper Van Dien, le héros de Starship Troopers, qui tient ici le rôle du grand méchant dictateur. On ne pourra finalement que saluer l'efficacité de cette production made in Switzerland, c'est crado, kitsch, débordant d'hémoglobine autant que d'amour pour son pays d'origine. Le film idéal à regarder lors d'une soirée entre potes pour se détendre. You fucking bastard! She's one badass Heidi. She's Mad Heidi. The House, ou Skinamarink dans son titre original. Très certainement le film le plus clivant de 2023, toutes catégories confondues. Typiquement le genre qu'on aime ou qu'on déteste, avec rarement un compromis entre les deux.
Pour la petite histoire, le film a connu un succès retentissant outre-Atlantique juste avant sa sortie, sous prétexte qu'il serait le film le plus terrifiant de ces dernières années. Bon, on va pas se mentir, ceux qui viennent chercher le frisson dans des jumpscares et autres monstres vont vite déchanter. The House est clairement un film d'ambiance expérimentale. À partir de là, on peut soit abandonner avant de le regarder, soit jouer le jeu jusqu'au bout et se laisser prendre par ce cauchemar éveillé. Nous allons donc suivre deux gosses qui se réveillent en pleine nuit dans la maison où leurs parents sont aux abonnés absents et où toutes les portes et fenêtres ont mystérieusement disparu. On comprend pas vraiment ce qu'on regarde au premier abord, tant les scènes sont filmées en plan fixe, la plupart du temps hors champ, ce qui renforce le malaise. On sait tout simplement pas ce qui se passe ni où on est. Les rares dialogues du film ne sont pas pour nous rassurer. La menace constante, invisible, qui plane sur nos deux petits protagonistes, joue beaucoup sur la peur primale. Si vous aussi, quand vous étiez gamin, vous avez connu des épisodes de somnambulisme, terreur nocturne et autres peurs du monstre qui se cache sous le lit, vous serez certainement terrorisé par cette expérience inclassable, perturbante. Le manque d'action à proprement parler laisse toute la place à notre imagination pour combler les trous. C'est viscéral, éprouvant, tout simplement flippant. Il fallait bien un film de monstres dans la sélection, c'est chose faite, mais pas avec n'importe quel monstre. Le roi des monstres, j'ai nommé Godzilla. Énième épisode de cette saga d'origine asiatique, l'action se passe cette fois à l'après-guerre 1945, alors que le Japon se reconstruit douloureusement du conflit mondial. Jonglant habilement entre les genres, on passe du drame familial du personnage principal et sa recherche de rédemption, au film d'action énervé rempli de scènes de chaos et de destruction. Godzilla Minus One parvient avec brio à nous faire accrocher à l'histoire qu'il raconte. Car le film est bel et bien l'aventure d'un protagoniste qui se suit du début à l'accomplissement, plutôt qu'une surenchère de moments d'action. Faire un blockbuster aux effets spéciaux ahurissants et aux scènes d'action cohérentes en y ajoutant une thématique sociale ancrée dans son époque, c'est possible. Impossible notamment de ne pas voir au travers de la menace que représente le monstre une parabole avec la peur de la menace nucléaire chez les Japonais pendant la guerre froide. Godzilla Minus One redonne donc ses lettres de noblesse à notre lézard géant qui a tellement été malmené par la pop culture dans un nombre incalculable de films au contenu qualitativement variable, du bon au très mauvais. Un vrai film popcorn à voir sur grand écran absolument pour profiter pleinement du spectacle, on en redemande. Ah, la Belgique, pays de la bière, des frites et des films glauques et dérangeants. Mégalomaniac s'inspire du sordide fait divers du dépeceur de Mons, un tueur en série belge des années 90, pour nous narrer l'histoire fictive de ses deux enfants. Sa fille, qui malgré une grande fragilité psychologique et un environnement hostile, essaie de mener une vie normale, et son fils, qui lui perpétue la funeste tradition familiale. Le ton est donné, surtout quand on rajoute à cette ambiance macabre et délétère une photographie froide et malsaine, on obtient un cocktail explosif, de quoi sortir de la projection éprouvé. On se sent tellement sale à ressentir le malaise constant, diffus, qui transpire dans chaque plan. Le fait est que la tension palpable durant tout le récit monte crescendo pour arriver à un point de non-retour dans les derniers tiers du film, de quoi renforcer notre sentiment d'effroi et de vertige. La violence implacable et maléfique des personnages, quels qu'ils soient, nous frappe en pleine figure et on a du mal à voir ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. Sans conteste, le film le plus froid et torturé de cette sélection, glaçant de réalisme et aux propos profondément nihilistes. Vous vouliez de l'horreur pure et dure, dénuée de toute humanité, vous voilà servi. En 2022 sortait X de Ti West, un film d'horreur typé 70s, chaudement salué par la critique. On nous racontait alors l'histoire d'une équipe de vidéastes se rendant dans une ferme isolée afin de tourner un porno amateur. Le tournage se transformant vite en un carnage sanglant. À peine X terminé, le génie West s'est dit qu'il fallait absolument une préquelle centrée sur le personnage de Pearl, antagoniste de l'histoire. Et c'est donc dans la foulée, en 2023, que sort Pearl. La pellicule nous présente donc une jeune fille de la campagne américaine dans les années 30, promise à une dure vie de labeur. Mais Pearl rêve de plus grand, elle souhaite plus que tout s'émanciper de sa condition pour devenir une célébrité. Et rien ni personne ne se mettra en travers de son chemin.
Derrière les décors bucoliques et l'esthétique chaude et colorée du film se cache un véritable film d'horreur avec son lot de meurtres, actes de barbarie et ambiance anxiogène. L'intrigue ne se concentre que sur le personnage de Pearl, incarné par une Mia Goth au sommet de son art, littéralement habitée par son personnage avec son éventail d'émotions contradictoires, passant de l'innocence d'une jeune femme naïve et élégante à la monstruosité d'une tueuse froide et sanguinaire. D'ailleurs, le dernier plan du film, où l'on voit Mia Goth fixer le spectateur pendant que défile le générique, représente à lui tout seul le caractère schizo de son protagoniste. Une Pearl à la fois lumineuse et sombre, un plan à vous mettre mal à l'aise bien comme il faut. Là où X brillait par son côté slasher rural décomplexé sans concession, Pearl y va avec plus de subtilité pour nous plonger dans la psyché de son personnage. La prestation de Mia Goth y étant pour beaucoup dans le succès du film, le rendant plus abouti et attachant que son prédécesseur, en attendant une suite déjà prévue. Le monde entier connaîtra mon nom. Anthony Di Blasi réalise avec Malum un remake de son propre film Last Shift, sorti 9 ans auparavant, avec cette fois un budget plus conséquent pour s'offrir une relecture plus ambitieuse et plus développée, avec en prime un côté nettement plus sanglant et abrupt. On suit donc une jeune policière qui marche dans les pas de son père, qui s'est mystérieusement donné la mort après avoir fait plusieurs victimes lors de son service. L'histoire se passe 1 an après les faits, alors qu'elle prend son service de nuit seule dans le même poste de police, lequel doit être prochainement désaffecté. Avide d'en apprendre davantage sur la mort tragique de son père, elle décide de s'aventurer sur les lieux en quête de réponses. Sa curiosité l'entraînera rapidement dans une série de phénomènes paranormaux. Malum est un film terriblement efficace, qui propose une horrible descente aux enfers aux spectateurs, car on rentre vif dans le vif du sujet, avec un festival de situations plus flippantes les unes que les autres, enchaînant les jumpscares et les effets gore dans un trip sataniste littéralement cauchemardesque. Le rythme soutenu et la mise en abîme quasi immédiate procurent au long métrage cet aspect étouffant. On est pris à la gorge sans aucune issue de secours, contraint à subir ce cauchemar halluciné en même temps que sa protagoniste. Si l'on met à l'écart la comparaison dont pourrait souffrir Malum avec Last Shift, on a là le mélange parfait de gore, d'épouvante et de suspense, avec en trame de fond une thématique sur les sectes sataniques aux rituels sanglants sans équivoque. Un tour de manège effrayant, aussi bien sombre et cruel que divertissant, nous faisant vivre des émotions fortes, de la compassion pour notre héroïne et jouant sur la corde sensible de la peur. Avant de vous révéler le podium, je vais juste avoir un petit mot pour plusieurs films que j'ai appréciés, mais qui ne sont pas forcément mes préférés de l'année. Alors à la volée, comme ça, j'aimerais citer Thanksgiving, un slasher très convenu malgré quelques scènes de meurtre assez réussies. Terrifier 2, même si c'est une déception personnelle, ça reste un excellent défouloir, avec des scènes gore très graphiques. Malheureusement, il s'étire trop en longueur, notamment avec un dernier acte interminable. Dans le même registre, on a eu le projet Wolfhunting en provenance d'Asie, une boucherie dégueulasse de 2 heures d'effusion de sang, où on finit quand même par tourner en rond. En provenance d'Australie, le sympathique Talk to Me, ou La Main de son titre français, souvent ressorti dans les listes de films à ne pas manquer. La bonne surprise Megan, personnellement j'ai bien aimé, contrairement à la plupart des sorties Blumhouse aseptisées. Autre sortie populaire, le Croque-Mitaine, intéressant bien que peu fidèle au roman de Stephen King. Knock at the Cabin, le dernier Shyamalan, valait lui aussi le coup, en attendant son prochain film qui doit sortir très prochainement dès 2024. Le génial Beau is Afraid d'Ari Aster, après ses 2 chefs-d'œuvre Hérédité et Midsommar. Dans mes sorties préférées de 2023, j'ai d'ailleurs hésité longtemps à le mettre dans ce top, mais bon, c'est pas franchement de l'horreur, plus du fantastique. Sinon, en sortie plus confidentielle, j'ai bien apprécié Sick of Myself, venu de Suède. Chez leurs voisins norvégiens, il y a eu There's Something in the Barn, un film de Noël complètement déjanté avec des nains de jardin tueurs, vraiment marrant. On peut citer aussi le méchant The Outwaters, âpre et difficile à regarder, mais qui reste au-dessus des autres found footage sortis dans l'année. En France, pas mal de films situés en banlieue.
notamment La Gravité, qui reste un bon divertissement malgré quelques imperfections. Et chez les Belges, il y a eu aussi The Belgian Wave, film le plus what the fuck de l'année, qui parle d'enquête sur les enlèvements extraterrestres. Bon voilà, après on a aussi eu droit à tout ce paquet de grosses merdes, mais c'est tellement mauvais que ça mérite même pas d'en parler. Allez, place au top 3. Le jeune prodige Sébastien Vanissek signe avec Vermine son premier long métrage, après une flopée de courts-métrages, dont certains de haute volée, laissant augurer du meilleur pour la suite. Et c'est une totale réussite. Un film d'invasion d'araignées tueuses dans un immeuble de banlieue, et ses habitants qui tentent de se sortir du traquenard par tous les moyens, dans un univers purement claustrophobique. Sur le papier, on pouvait s'attendre à un scénario très simple, c'est ce qui nous permet de nous concentrer sur les effets et sur la mise en scène. Vermine est tout bonnement le meilleur exemple du renouvellement du film de genre français, qui peinait à nous sortir de bons films ces derniers temps, la plupart des cinéastes préférant se servir de l'horreur pour exposer une satire sociale au détriment du spectacle. Dans ce film, pas de psychologie de comptoir à 2 balles, l'évolution des personnages passe au second plan après le show, et de ce côté-ci, on peut affirmer que le réalisateur est très généreux avec ses arachnides particulièrement véhémentes et coriaces. Le rythme infernal joue beaucoup dans la réussite du film, le spectateur est tenu en haleine du début à la fin, les effets spéciaux sont intelligemment utilisés, on évite de trop en montrer de sorte à ne jamais tomber dans le risible ou dans le grotesque. Ça saute aux yeux que Vermine est réalisé par un passionné de cinéma d'épouvante qui maîtrise son sujet. Ça pue l'amour pour les vieilles péloches horrifiques dans toutes les scènes d'action, et l'angoisse est latente dans les moments de calme. Un vrai bon film d'horreur, comme on aimerait en voir plus souvent par chez nous. Voilà un film où l'appréhension avant la projection a laissé place à une euphorie d'avoir vu exactement ce que je voulais. Putain, quel pied! Et c'est un fan absolu de la saga Evil Dead qui vous dit ça. En effet, le tout premier épisode signé Sam Raimi est très probablement mon film d'horreur préféré de tous les temps. Pourtant, je ne partais pas rassuré, avec un réalisateur inconnu. Nombreux sont ceux qui ont eu la fâcheuse tendance à saccager des chefs-d'œuvre intouchables à mes yeux, Halloween ou L'Exorciste par exemple, pour en faire des reboots, remakes et autres suites, toutes plus décevantes les unes que les autres. Ayant par ailleurs boycotté la sortie du finalement très bon remake de 2013, je me suis dit que ce serait dommage de faire 2 fois la même erreur, surtout que Sam Raimi et Bruce Campbell en personne étaient producteurs de ce Evil Dead QV 2023. Alors, bien que celui-ci ne révolutionne pas la saga et n'apporte rien de franchement nouveau, mis à part le lieu de l'action, on peut quand même dire qu'il remplit avec brio le cahier des charges sans pour autant en faire un copier-coller de ce qui a déjà été proposé auparavant. Le film a sa propre identité et c'est tout à son honneur. On peut donc se mettre sous la dent de l'humour noir macabre, du gore fun et décomplexé, comme souvent avec les démons de Evil Dead, et une montée en puissance de la violence, tout ça en y incorporant une trame narrative sur le conflit familial, un bon programme donc. Tous les éléments sont réunis pour un tour de grand 8 horrifique, décoiffant, où le réalisateur, même s'il s'offre des libertés dans sa relecture de la saga, n'oublie pas les bases solides de ce qui fait un bon Evil Dead, en ajoutant bien sûr de nombreux clins d'œil aux 3 épisodes originels. Les fans de la trilogie y trouveront grandement leur compte, quant aux novices, bienvenue dans la folie furieuse d'Evil Dead. Tout est comme on l'avait souhaité, on passe du rire au sursaut en un claquement de doigts, et certaines séquences et répliques sont déjà cultes. Maman? Maman nourrit les asticots. Mon coup de cœur de l'année n'est pas nécessairement le film ayant eu le plus de succès, ni celui qui a reçu les meilleures critiques. Cela doit bien quelques explications. Gueule Noire, du réalisateur Mathieu Turi, à qui l'on devait le très sympathique Méandre sorti en 2020, nous conte les mésaventures d'un groupe de mineurs dans le nord de la France, contraints d'escorter un scientifique dans une zone non explorée, où ils vont découvrir des secrets enfouis qui les dépassent. L'horreur commence dès l'entrée dans la mine, environnement hostile et conditions de travail extrêmes, qui constituent déjà une certaine dynamique dans la mise en place de la terreur que vont vivre les personnages. Le spectateur se retrouve lui aussi enfermé dans ce huis clos impitoyable et particulièrement haletant, où les événements vont prendre une tournure encore plus terrible et traumatisante après la fameuse découverte impromptue de trésors cachés depuis la nuit des temps, qui renferme une nouvelle menace encore plus inhumaine. Et c'est là où le film m'a touché personnellement.
Sans trop en dévoiler, on se retrouve confronté à une terreur ancestrale au relent Lovecraftien. En gros fan des écrits horrifiques de Lovecraft, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ses adaptations très libres au cinéma, bien souvent à côté de la plaque, où l'on en révèle trop sur sa mythologie. Dans Gueule Noire, le mythe inventé par Lovecraft est très légèrement disséminé dans l'intrigue horrifique, pour ne pas dire juste cité. Et ça marche, on évite de trop en révéler en laissant le spectateur interpréter à sa guise. Le seul défaut, bien évidemment, résidant dans l'esthétique de la créature et ses apparitions trop nombreuses à l'écran à mon goût. Gueule Noire est un film d'horreur très immersif, la tension ne redescend presque jamais pour arriver à un final ouvert à interprétation. En conclusion, c'est une perle d'inventivité fascinante, mélangeant habilement les genres entre l'horreur gore, le drame dans le contexte social de l'époque, tout ça dans un huis clos à l'atmosphère irrespirable. Les Gueules Noires, parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur, c'est du charbon. Voilà, ce sera tout pour mon bilan de l'année 2023 en sortie ciné horrifique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos coups de cœur et vos coups de gueule, ainsi que vos remarques et suggestions concernant cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner.